Il est 20 h, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons sur l'effondrement d'un pont en construction. Tout cela s'est déroulé en Andorre aujourd'hui. 2 ouvriers ont été tués, 2 autres sont toujours portés disparus et 7 sont blessés. Nous irons sur place dans un instant. À suivre également l'émotion pour les familles de victimes du vol Rio-Paris. Elles se sont déplacées au Brésil ce samedi afin de participer, vous le verrez, à une cérémonie d'hommage aux 228 victimes du crash. Un crash toujours inexpliqué aujourd'hui. La question est encore d'actualité ce soir, mais où est donc passé le conducteur du fourgon qui a disparu à Lyon? Toujours aucune trace de lui et toujours aucune trace des 11 millions d'euros. Coup de projecteur ce soir sur les plus grands casses de l'histoire. L'image politique du jour nous vient de Corrèze où Jacques Chirac et François Hollande se sont retrouvés à l'occasion de la sortie de leur livre à la foire de Brive-la-Gaillarde. Alors quelle était l'ambiance? Eh bien plutôt bonne, vous le verrez. Le sport entre guillemets avec la première interview télévisée d'André Agassi, son livre en forme de révélation sur sa consommation de drogue fait scandale. L'ancien joueur réclame l'indulgence devant les caméras d'une chaîne américaine. Et puis le cinéma ce soir avec des images inédites de Romy Schneider à l'occasion de la sortie sur vos écrans la semaine prochaine d'un documentaire qui nous dévoile les coulisses d'un film maudit, L'Enfer, signé Henri-Georges Clouzot, film qui n'a jamais pu être terminé. Bonsoir à toutes et à tous. On commence donc ce journal ce soir par l'effondrement dramatique de ce pont en Andorre. Il était presque midi lorsque l'ouvrage qui était en construction s'est en partie écroulé, entraînant dans sa chute plusieurs ouvriers. Le dernier bilan est de 2 morts, 2 disparus et 7 blessés. Le point tout d'abord ce soir avec Dorothée Olyric. La structure en béton du pont s'est effondrée sur une vingtaine de mètres peu avant midi. Un accident spectaculaire et pour l'heure encore inexpliqué qui a tué au moins 2 ouvriers, dont l'un de nationalité portugaise, et blessé 7 autres personnes. En contrebas, dans l'enchevêtrement de béton et d'échafaudage, les secours cherchent d'autres victimes. Au moins 11 employés ont été emportés dans l'effondrement de ce pont en construction. Mais au total, une 60aine de personnes étaient présentes sur le chantier. Les ouvriers qui étaient en train de bétonner sur la partie haute du palier seraient tombés du haut et il y en aurait d'autres peut-être qui étaient en dessous. Le résultat est que les ouvriers ont été pris en dessous du pont, du tablier du pont avec tous les teillages. Les 5 personnes qui restent sont coincées en dessous. Dans cette prison de ferraille, un homme serait bloqué jusqu'à la taille et les secours tenteraient actuellement de le dégager. 2 autres blessés auraient également été localisés dans la soirée. Ce chantier se situe à la sortie d'un tunnel routier dans la vallée de la Massana, à proximité du village d'Ancan. Le futur pont se trouve sur une route secondaire et pas sur l'axe reliant la principauté à la France et à l'Espagne. Le viaduc de béton et d'acier devait être achevé fin 2010. Et on vient d'apprendre à l'instant qu'une 3e personne a perdu la vie suite à l'effondrement de ce pont. On prend tout de suite la direction d'Andorre afin de retrouver notre envoyé spécial, Johan Dorion. Bonsoir Johan. Alors est-ce que les recherches se poursuivent toujours ce soir sur place? Oui. Johan, est-ce que vous m'entendez? Alors effectivement, a priori un 3e décès viendrait d'être confirmé. Actuellement, ils sont en train d'extraire des décombres une dernière personne, a priori, qui serait gravement blessée à la jambe. Alors effectivement, actuellement, les conditions de travail sont assez délicates. Il fait très froid, environ 0 degré. Il y a beaucoup de circulation, il y a de la neige. A priori, ce qu'on sait actuellement, c'est que la nationalité des gens serait portugaise. La plupart, voire l'intégralité d'entre eux seraient portugais. Et voilà, la structure, ils étaient en train de couler du béton armé, cette structure se serait effondrée. Voilà, pour l'instant, nous n'avons pas plus de détails sur ce qu'il se passe. Voilà, on sait juste à présent qu'il y a 3 décès, normalement, c'est confirmé. Merci Johan Dorion. Prenons maintenant la direction de Rio de Janeiro où les familles des victimes de la catastrophe aérienne Rio-Paris se sont retrouvées aujourd'hui et cela afin de rendre hommage à leurs proches disparus dans l'accident de l'Airbus A330 le 1er juin dernier. 228 personnes, je vous le rappelle, avaient perdu la vie ce jour-là. Maryse Burgot et Laurent Desbois ont suivi cet hommage pour nous aujourd'hui au Brésil. Le parc des 2 frères domine la baie de Rio. C'est là, sous l'ombre de ces arbres, que se déroule cette cérémonie dans la plus stricte intimité. Ces images ont d'ailleurs été tournées par Air France, qui n'a pas souhaité la présence d'autres caméras. 500 proches des victimes sont là, dont 160 Français. Ils sont rassemblés autour de cette stèle qui domine l'océan.
228 hirondelles sont gravées sur le cristal. Elles symbolisent les 228 victimes du crash d'Air France. Fin de la cérémonie, les familles s'en vont, un bouquet de fleurs à la main. Certaines redescendent en bus, d'autres à pied. C'est un endroit de recueillement, c'est un endroit où les gens pourront se retrouver et puis partager aussi tout ça, donc c'est très très bien. Cette Française a perdu sa fille de 28 ans et son futur beau-fils dans le crash. Ce qu'on a trouvé beaucoup le plus émouvant, c'était la lecture de tous ces noms. 228 vies qui se sont terminées ensemble. Et quand on entend 228 noms, c'est long 228 noms. Quelques familles brésiliennes portent un brassard noir, un signe de protestation à l'égard d'Air France. Cet homme interpelle d'ailleurs le représentant du gouvernement français sur les raisons du crash. Tout le monde veut la vérité, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs aux familles tout à l'heure. Tout le monde veut la vérité. Dernière étape pour ces familles invitées par Air France. Elles embarquent sur 2 bateaux pour jeter des fleurs à la mer. Seulement 4% des débris de l'appareil ont été repêchés et seulement 50 corps ont été retrouvés. Ce déplacement en bateau vers l'océan représente donc pour ces familles un ultime voyage vers leurs proches disparus. Toujours aucune trace ce soir de Tony Muselin, c'est le nom de ce convoyeur de fonds suspecté d'avoir dérobé les 11 millions d'euros qui étaient à l'intérieur du fourgon qu'il conduisait à Lyon jeudi matin. En revanche, on commence à en savoir un peu plus sur la personnalité de celui qui fait figure de suspect numéro 1 dans cette affaire. Et pour en savoir plus, on retrouve sur place Virginie Fichet. Bonsoir Virginie. Alors, dans les premières heures de l'enquête, on ne savait pas grand-chose de la vie de ce convoyeur, mais progressivement, il apparaît tout de même assez étrange comme personnage. Oui, effectivement, Laurent, c'est le moins que l'on puisse dire. Au fil des investigations, c'est un personnage pour le moins complexe qui apparaît à double facette en quelque sorte. Alors, côté face, eh bien, il y a Tony Muselin, 39 ans, un homme décrit comme solitaire, sans histoire, qui va travailler à vélo et habite un appartement modeste. C'est un convoyeur de fonds exemplaire depuis 10 ans qui gagne 1 500 € par mois. Et puis côté pile, eh bien, on découvre un individu qui ne dispose de pas moins de 10 comptes bancaires avec des mouvements financiers nombreux et mystérieux. On découvre aussi que ce modeste salarié s'est offert au printemps dernier une Ferrari d'une valeur de 120 000 € qu'il a déclaré volée peu de temps après. Et qu'en 2002, eh bien, le même scénario s'était déjà produit avec une autre voiture de luxe. D'ailleurs, dans le club de musculation qu'il fréquentait assidûment, Tony Muselin se présentait comme le gérant d'un circuit automobile sportif en région parisienne. Alors, avait-il réellement d'autres affaires ou des combines? Fréquentait-il des réseaux où les enquêteurs pourraient chercher d'éventuelles complicités? Eh bien, il reste surtout ce soir beaucoup de zones d'ombre et l'homme, lui, reste introuvable. Merci Virginie. Alors on a très vite parlé de casse du siècle. Il faut reconnaître que le mode opératoire est ici assez inédit et la somme dérobée très importante. On va maintenant revenir en arrière afin de découvrir comment, en général, se termine ce type de vol. On se souvient bien sûr du casse de Nice, de Spaggiari ou encore de l'attaque historique du train postal entre Glasgow et Londres. Des affaires que nous font revivre Hakim Abdelkalek et Tristan Lebras. Ce jour-là, c'était l'anniversaire d'un braqueur de légende, Ronnie Biggs, une vraie star du casse en cavale. En 63, il attaque avec ses complices le train postal Glasgow-Londres. 35 millions d'euros de butin. Arrêté 15 mois plus tard, il s'évade et se rend au Brésil. Il y mène une vie de bohème, se marie et se paye même le luxe de narguer la police britannique devant les caméras. En 2001, malade et ruiné, il se rend finalement à la justice anglaise qui le libérera 8 ans plus tard. Au Brésil, Ronnie Biggs fait une rencontre quasi surréaliste. À sa droite, un autre grand braqueur en cavale, une perruque sur la tête, le cigare à la main, Albert Spaggiari. En 1976, il a dérobé 50 millions de francs à la Société Générale de Nice, grâce à un tunnel creusé à la pioche pendant des semaines dans les égouts. 12 ans de cavale et de déguisement pour échapper à la police. Il finit par vouloir se rendre, mais c'est un cancer qui mettra fin à sa cavale. Les braqueurs, même les plus rusés, terminent presque toujours derrière les barreaux. Il y a, on va dire, 80 chances sur 100 de se faire coincer un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que les policiers, la police judiciaire en général, quand il y a un braquage de fourgon, met vraiment énormément de moyens dessus. Donc la plupart, en réalité, finissent par être élucidés à un moment ou à un autre, sans pour autant qu'on retrouve forcément l'argent. Un homme
pour l'instant, échappe toujours aux fins limites de Scotland Yard. Sean Lupton, il est soupçonné d'être le cerveau du plus gros braquage jamais réalisé en Grande-Bretagne. Février 2006, 80 millions d'euros disparaissent de la Banque d'Angleterre après une prise d'otage. Selon les enquêteurs, Sean Lupton séjournait il y a encore quelques mois sous le soleil, dans le nord de Chypre, une région sans accord d'extradition avec le reste de l'Europe, devenue le royaume des fugitifs. La politique, maintenant, avec les images d'une rencontre insolite. Aujourd'hui, à Brive-la-Gaillarde, deux auteurs se sont retrouvés dans les travées de la foire du livre. Deux hommes qui aiment la Corrèze et qui venaient présenter leur ouvrage. Il s'agit en fait de Jacques Chirac et de François Hollande, deux adversaires politiques qui ont pourtant affiché une étonnante complicité aujourd'hui. Alexandre Carac, Candice Olivari et David Bress ont suivi tout cela pour nous. François Hollande, en écrivant son livre, n'avait sans doute pas songé à une telle promotion. Mais il est vrai, deux anciens adversaires politiques devenus aussi complices, c'est pour le moins inhabituel. Mais je vais y passer tout mon dimanche sur le livre de Jacques Chirac. Je le reçois maintenant. Mais je vais l'attaquer dès cet après-midi. L'attaquer, il a dit, hein. Et si tous deux se livrent à l'art de la dédicace, la vedette de cette foire du livre, c'est bien lui. C'est pas une campagne, c'est un plaisir. Pour une petite signature, ils sont plusieurs centaines à avoir fait la queue pendant des heures. Anonymes et personnalités à la même enseigne. Je voulais voir Jacques Chirac en vrai parce que je ne l'ai jamais vu en vrai, mais là ça a l'air absolument la muraille de Chine à côté, c'est le mur de Berlin, tout ça c'est rien du tout pas. Sur le stand de l'éditeur, le clan Chirac est au complet. Claude, la fille de Jacques Chirac, est à la manœuvre, pas un détail ne lui échappe. Pendant ce temps, Bernadette donne un coup de main un peu inattendu. Tout ça, sinon moi je le signe. Oui, allez-y après. C'est mieux que rien. Je suis vice-signataire, c'est-à-dire qu'il y a trop de monde, en particulier des personnes âgées, pour avoir une signature de Jacques Chirac. Alors ils sont contents, faute de grille, ils vont prendre des merles. Et pour la première fois, elle s'exprime sur les déboires judiciaires de son mari. Je respecte la justice et nous essaierons d'être courageux jusqu'au bout. En revanche, pas un mot de Jacques Chirac sur son renvoi devant la justice pour ne pas gâcher peut-être le beau souvenir d'un samedi en Corrèze. Et sachez qu'aujourd'hui, dans le journal du dimanche, Charles Pasqua contre-attaque après sa condamnation à 3 ans de prison dont un ferme dans le dossier de l'Angola Gate. Il met à nouveau en cause Dominique de Villepin et Jacques Chirac et promet des révélations, documents à l'appui lors d'une conférence de presse qu'il devrait tenir jeudi prochain. Affaire à suivre donc. Le grand format de ce samedi maintenant avec un coup de projecteur sur un lieu symbolique situé au cœur de la capitale. Il s'agit du quartier des Halles qui fête ses 30 ans et qui attend toujours le début des travaux de sa rénovation. Un quartier au visage multiple, à la mauvaise réputation aussi, et qui draine 150 000 personnes par jour, une ville dans la ville. Et pour quel avenir? Grand format signé Julien Beaumont, Vincent Barral et Mathias Second. C'est un lieu qui ne dort jamais. Il est 7 h du matin. Bon, ici en tout cas la propriété est passée, c'est bon. Bonjour Thomas. Dernière vérification pour la responsable du forum. Bonjour. Le centre commercial est pour l'instant fermé au public. Il n'est pas vide pour autant. Comme ça. Alors, tout confondu, que ce soit les commerçants et puis les prestataires, c'est entre 2005 et 3000 personnes. Voilà, chaque jour. Donc c'est vraiment une petite ville qui travaille au Forum des Halles. On peut se considérer comme un petit village, un gros village. Ce village, rares sont ceux qui veulent le quitter. Chedli Boachem travaille ici depuis l'ouverture et pour rien au monde, il irait ailleurs. J'étais là-haut, là je vais au parking, il y a des appels à droite à gauche, c'est actif. 10 heures, levée de rideau pour les 1200 boutiques. Premier client, 3 lignes de RER, 4 de métro desservent les Halles, le terminus de toute la région parisienne. Mais moi je reviens de Porte des Choisies. Anthony. Porte Maillot. Lui de Paris. D'Allemagne. D'Allemagne? Oui, Argentin. Vas-y grand. De l'Essonne. En une journée, 150 000 personnes transitent par ici. Imaginez le résultat sur une année. Quand vous avez 53 millions de personnes qui viennent sur toute l'amplitude horaire du centre
qui représentent plus de 80% de la population française, ce qui explique effectivement ces rendements importants sur le centre. Du coup, le Forum des Halles, ce sont parmi les mètres carrés commerciaux les plus rentables de France. Exemple avec ce cinéma, premier au niveau européen. Vous l'avez déjà essayé celui-là? Un brassage unique qui a fait de l'œil à ces spécialistes du maquillage pour peau mate. Pour les deux créatrices, s'installer au Forum, c'était une évidence. La boutique enregistre 30% de croissance par an. Une telle mixité des personnes, des âges, des types de personnes, on retrouve ça nulle part ailleurs, absolument nulle part ailleurs. C'est vraiment la spécificité du Forum des Halles et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Les Halles, sur 6 niveaux, on s'y baigne, on s'y croise, on s'y retrouve aussi. Eux, par exemple, ils s'entraînent pour les championnats de France de tectonique. Un temple du commerce devenu aussi lieu de vie, chorale des habitants et de tous ceux qui veulent bien s'arrêter. Gilles Pourbet fait partie des 6000 personnes qui vivent ici. Un quartier pas toujours facile d'accès, exemple dans les couloirs du métro à l'heure de pointe. Ce lieu, on l'appelle le flipper, parce qu'effectivement, d'abord il y a des obstacles, et puis il y a des gens qui vont dans tous les sens, on a l'impression qu'ils tapent le mur, qu'ils rebondissent. Après quelques raccourcis dont il a le secret, incroyable, nous sommes au calme. Là, il doit y avoir 25 000 personnes dedans. En ce moment, là, on est samedi, c'est à peu près le nombre qu'il y a en général, 25 000 personnes. On les voit même pas, on les entend pas. Derrière, il y a Saint-Eustache, le soleil couchant, c'est super. Enfin, moi, j'adore. Mais voici l'envers de la carte postale. Après avoir été en forte baisse pendant de nombreuses années, les faits de violence connaissent un sursaut, en cause les bandes qui se retrouvent aux Halles. Une altercation qui dégénère avec quelques coups qui sont échangés, mais pour l'instant c'était vraiment un samedi calme et ordinaire. En réponse, une centaine de policiers déployés sur le terrain, des dizaines de contrôles d'identité chaque jour et une répression en hausse, plus de 300 arrestations par mois. Mon gars, vous allez, bonne soirée à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Et à vous aussi, mon gars. Ça va bien un peu trop, hein. Vous vous êtes restauré. Au revoir. Il y a une délinquance d'appropriation, quelques vols à la tire, quelques vols à l'étalage chez les commerçants, mais rien de plus que ça. 30 ans après sa création, le quartier des Halles est devenu un incontournable de Paris. Des travaux de réhabilitation doivent commencer en 2013 avec un objectif, rester un lieu d'échange. Voilà pour ce grand format. Dans l'actualité, en bref, sachez que 8 nouveaux décès attribués à la grippe H1N1 ont été signalés depuis seulement 4 jours. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'Institut de veille sanitaire. Une augmentation attribuée à l'intensification du virus ces dernières semaines. Ces nouveaux décès portent à 30 le nombre de victimes de la grippe A en France métropolitaine depuis le début de l'épidémie. Il est 20h16, restez avec nous. À suivre dans un instant, nous reviendrons sur la fusillade de Fort Hood aux États-Unis qui a fait 13 morts et l'Amérique s'interroge. Pourquoi cet officier psychiatre est-il passé à l'acte? Le sport, vous entendrez André Agassi répondre à sa première interview télévisée depuis la sortie de son livre Confessions et ses révélations sur sa consommation de drogue au cours de sa carrière. Enfin, le cinéma avec des images inédites de Romy Schneider. Les pellicules d'un film incroyable, film inachevé signé Clouseau, ont été exhumées 45 ans après. C'est à suivre tout à l'heure. Mais avant cela, l'Amérique s'interroge toujours près de 48 heures après la fusillade sur la base militaire de Fort Hood qui a fait plus de 10 morts. Chacun voulant désormais comprendre pourquoi cet officier psychiatre de 39 ans a soudainement ouvert le feu sur des hommes qui étaient militaires comme lui. Alors s'agit-il d'un djihadiste comme certains l'évoquent ou d'un simple officier trop stressé? La question reste ouverte. Sur place, Alain de Chalvron. Comme toujours aux États-Unis, c'est dans une veillée de prière que la communauté de Fort Hood, militaires et civils réunis, a commencé son travail de deuil pour les 13 victimes de la tuerie de jeudi et la trentaine de blessés dont certains sont entre la vie et la mort. Prière aussi dans les mosquées des États-Unis, portes closes et profil bas, les musulmans américains craignent une fois de plus l'amalgame. J'espère que les Américains comprendront que c'est un acte individuel qui n'a rien à voir avec notre religion et nos fidèles. Mais justement, n'est-ce qu'un acte individuel? C'est ce que l'enquête s'efforce d'établir. Le commandant Hassan vivait ici, en dehors de la caserne, solitaire et routinier. Il prenait seul son petit déjeuner tous les jours dans ce petit supermarché. Il ne recevait personne, sauf un mystérieux visiteur, habillé comme lui, en tenue moyenne orientale, venu la veille de la fusillade. Ils sont montés dans l'appartement et ils sont restés 5 minutes. Puis ils sont partis. C'est la première fois que je voyais quelqu'un aller chez lui. Autre élément qui intrigue les enquêteurs, pourquoi le commandant Hassan empruntait-il l'ordinateur de ce voisin alors qu'il en avait un lui-même?
Ce que nous voulons savoir, c'est s'il était seul ou s'il faisait partie d'un complot. Avec l'analyse des disques durs, nous pourrons peut-être savoir s'il était en communication avec d'autres personnes aux États-Unis ou à l'étranger. Il avait acheté récemment un revolver et un pistolet. Il s'entraînait dans ce club de tir et la veille de la fusillade, il avait donné ses effets personnels et ses Corans à des voisins. Nous obéissons à la volonté de Dieu, leur avait-il dit. Et puis sachez que mardi, Barack Obama se rendra sur place au Texas pour rendre hommage aux victimes de cette fusillade. Il a reporté de 24 heures un voyage pour le Japon. Berlin sera donc lundi au centre du monde à l'occasion du 20e anniversaire de la chute du mur. Il y a déjà beaucoup de monde ce week-end dans les rues de la capitale allemande. On continue donc ce soir notre série consacrée à ce face-à-face entre deux mondes, deux pays. La RDA d'un côté, la RFA. Voyons comment l'Est tentait de savoir à l'époque comment la vie se déroulait à l'Ouest. Information, désinformation, direction Dresde, loin, très très loin du mur. Reportage Loïc Delamornay et Olivier Robert. Loin, tout à l'est, cette région portait un nom, la vallée des Ahnungslosen, la vallée de ceux qui ne savaient pas. Les bras de l'Elbe créaient un rempart géographique aux ondes de télévision venues de l'ouest. Bienvenue à Dresde, l'endroit resté le plus isolé en Allemagne communiste. Les Dresdois n'avaient que la propagande officielle à la gloire du régime. Et le reportage en Allemagne de l'Ouest, décrivant par exemple les 10 000 licenciements dans une usine. Cet envoyé spécial est-allemand affirme en plateau que les suppressions d'emplois sont considérées à l'Ouest comme normales. Peter Kolev est journaliste à Neues Deutschland. C'était le grand journal de RDA. 1,5 million d'exemplaires à l'époque communiste, à peine 50 000 aujourd'hui. Lui est resté car il est difficile de trouver du travail aujourd'hui pour les anciens journalistes formés à l'ancienne, c'est-à-dire à l'école du parti. Naturellement, il y avait des consignes. Toujours dire que le capitalisme c'est mal, privilégier les sujets sur les manifestations syndicales à l'Ouest, les grèves. La question c'est de savoir si cette propagande marchait. Je n'en suis pas sûr. Je crois que les gens n'étaient pas dupes. Les informations de l'Ouest parvenaient jusque dans ces grands ensembles, au cœur de l'Allemagne communiste. Comment? Eh bien tout simplement grâce aux grands-parents. En effet, en Allemagne de l'Est, les personnes à la retraite avaient le droit de franchir les frontières pour aller rendre visite à leur famille en Allemagne de l'Ouest, puis de revenir ici, rapportant ainsi de fabuleux récits sur cet Occident tant fantasmé. De plus, les Dresdois étaient surtout ingénieux. Le musée de l'Allemagne de l'Est montre que le pays était surtout une république populaire de la débrouille. Les gens avaient bricolé des centaines d'antennes comme celle-ci pour capter la télé ouest-allemande. Un habitant de Dresde avait même construit une antenne de 15 mètres de haut, motorisée pour pouvoir l'orienter depuis son salon. Tout le quartier était au courant, mais personne n'a jamais rien dit. Il ne faut pas verser dans la caricature. Les Allemands de l'Est avaient du confort et rien ne leur était inconnu. Des circuits électriques pour enfants aux marques de ski, made in RDA. Tout était question de choix, ou plutôt de non-choix. Exemple des lavabos blancs, oui, mais pour la couleur bleue ou beige, il fallait des années d'attente. Quant à la culture, il y avait bien sûr des stars politiquement correctes, comme Frank Schäuble, le Johnny Est allemand. Mais les sons du rock capitaliste franchissaient quand même le rideau de fer. Moi, ce que je préférais, c'était le groupe AC/DC. Et comme c'était une musique qu'on n'avait pas le droit d'écouter, notre famille ou des amis de l'Ouest nous envoyaient des cassettes cachées au milieu de chaussettes ou de chocolat. Malgré tout, le premier passage à l'Ouest est toujours vécu comme un choc. Quelques mois avant la chute du mur, Günther Altmann avait reçu une autorisation de sortie de 10 jours en Allemagne de l'Ouest, un visa pour un nouveau monde. Dans un magasin, je me suis dit, tiens, ils ont de drôles de pommes de terre. En fait, c'était des kiwis. Pareil pour les mangues, les avocats. J'en avais jamais entendu parler. Je ne savais même pas que cela existait. Mais d'une manière générale, à l'image de cette camionnette haut-parleur qui informait depuis l'Ouest les Berlinois de l'Est, l'Allemagne communiste n'a jamais réussi à ériger le mur de l'information.
Le sport avec tout d'abord les suites du livre Confessions d'André Agassi, livre dans lequel la star du tennis des années 80-90 avoue avoir consommé de la drogue, une addiction qui depuis a déclenché une vaste polémique. Eh bien, l'ancien joueur qui a remporté 8 titres du Grand Chelem a répondu pour la première fois aux questions d'une journaliste. C'était sur la chaîne américaine CBS. Voici ses réponses. Il réclame l'indulgence. Ce que je voudrais, ce n'est pas qu'on supprime tous les règlements, mais c'est qu'à côté de ces règles, il puisse y avoir un peu de compassion et que la personne ne soit pas immédiatement condamnée, qu'on lui apporte un peu d'aide. À un moment de ma vie, j'ai eu besoin d'aide. Et si on m'avait aidé, peut-être que les choses se seraient mieux passées et que j'aurais trouvé une solution. Et si on vous aide, ensuite, vous pouvez aider les autres. Vous comprenez, ça peut être un petit problème, et à ce moment-là, j'avais un problème. Il y a peut-être des sportifs aujourd'hui qui consomment de la drogue juste parce qu'ils ont un souci. Donc je demande juste un peu de compassion. Le tennis, toujours avec cette fois la retraite du doyen du circuit, Fabrice Santoro, qui terminera sa carrière à Bercy cette semaine. À 37 ans, Santoro n'a jamais vraiment eu le statut de star, mais il a toujours été un joueur respecté pour son humilité et son exceptionnelle combativité. La fin d'une histoire simple donc, et elles sont de plus en plus rares en sport. Son portrait signé Julien Benedetto, Antonin Broutard et Nathalie Gallet. Au crépuscule de sa carrière, Fabrice Santoro savoure chaque coup de raquette. À Bercy, le doyen du circuit, bientôt 37 ans, distille ses dernières balles avec nostalgie. J'ai joué ici en 89 pour la première fois, donc ça date. On a joué une finale de Coupe Davis fantastique malgré la défaite en 2002. Il y a eu de bons parcours en simple et une victoire en double, donc beaucoup d'émotions ici. C'est l'histoire d'un surdoué au jeu atypique. Je fais environ 8 à 10 heures de tennis par semaine. Première raquette à l'âge de 6 ans, trop lourde. Alors il frappe son coup droit à 2 mains. La technique Santoro est née, un style unique. Plus tard, chez les pros, le Français est un ovni. Là où règne la puissance, il caresse la balle et invente des coups. Santoro suscite l'admiration des maîtres du jeu. Pete Sampras le surnommera même le magicien. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir de jouer contre lui. C'était toujours un énorme challenge de jouer contre lui. Il n'y a qu'un certain nombre de joueurs sur le circuit qui ont le talent que lui il a pour lire un match en fait. Dans son armoire à trophées, 2 Coupes Davis et un record de longévité. 69 tournois du Grand Chelem disputés, 21 ans de carrière et presque autant de tours du monde. J'ai pu jouer en Russie, en Thaïlande, voir la chute du mur de Berlin, jouer à Bucarest. Après la période de Ceausescu, enfin, j'ai joué à Soweto en début d'année. J'ai vu plein de choses différentes et qui dépassent le cadre du sport. Et donc, ça a été une vie très riche. Désormais, le joueur se verrait bien consultant à la radio. Il vient d'écrire un livre. Le chapitre tennis est clos. Fabrice Santoro est impatient de découvrir sa nouvelle vie. Le cinéma maintenant, elle est un mythe et son destin est toujours empreint d'un certain mystère. Romy Schneider réapparaît comme de manière fantomatique et cela grâce à un document qui sortira en salle la semaine prochaine. Document qui nous fait découvrir un film maudit, inachevé et révolutionnaire pour l'époque dont les images n'avaient jamais été diffusées. Un film signé Henri-Georges Clouzot. L'enfer, c'est son nom, avait alors un visage, celui de Romy Schneider. Pascal Deschamps et Vincent Bouffartigue. Ces images de Romy Schneider ont dormi 45 ans dans un carton. Celle-ci, et encore beaucoup d'autres, les images des essais de la jeune star, tour à tour légères ou intrigantes. Les essais pour un film au titre prémonitoire, L'Enfer, dont le tournage s'est arrêté brutalement après l'infarctus de son réalisateur, Henri-Georges Clouzot. Pendant 45 ans, les bobines tournées ont gardé leur secret, bloqués pour des raisons juridiques, jusqu'à ce qu'un homme, un passionné, puisse les visionner. Lorsque nous sommes allés chercher ces bobines, je pensais qu'il y en avait environ 40 qui avaient 2 à 3 semaines de tournage. Quelle a été ma surprise d'en découvrir 185? Parce qu'en fait, il y avait eu 3 à 4 mois d'essais auparavant, qui étaient des images absolument extraordinaires. Serge Bromberg a bénéficié du soutien de cette dame, Inès Clouzot, qui avait épousé le cinéaste 3 mois avant le tournage et qui en a vécu chaque péripétie. Je me faisais du souci pour lui. Et quand
Il m'a dit, te fais pas de soucis, les essais sont bientôt finis et quand ça sera fait, le tournage, ça m'est facile. Alors, on s'est trompé pour le tournage. Car cette fois, le réalisateur des Diaboliques ou du Salaire de la peur s'est attaqué à gros. L'enfer, c'est l'histoire d'un mari jaloux, Serge Reggiani, maladivement jaloux, qui imagine, fantasme, délire. Clouzot voulait représenter visuellement la jalousie dans sa folie. Avec son équipe, il pousse très loin les innovations techniques grâce au budget illimité alloué par des producteurs américains. Tu as commencé à ne jamais t'imaginer des choses. Regarde. Regarde. Un tournage ambitieux, trop peut-être. Un réalisateur épuisé, finalement terrassé par une crise cardiaque. L'histoire du cinéma ne manque pas de projets inachevés. Le mérite de ce film est de nous faire vivre l'histoire palpitante d'un chef-d'œuvre impossible. Et prochainement sur France 2, je vous proposerai de suivre un documentaire inédit de 100 minutes sur l'incroyable histoire de Romy Schneider qui comporte encore quelques zones d'ombre. Vous le verrez, document de la collection Un jour, un destin. Musique avec un hommage au compositeur Jacques Naud qui est mort cette semaine à l'âge de 52 ans. Il avait inspiré le punk français, produit le premier album d'Étienne Dao ou encore travaillé avec Lio. On écoute un extrait qui va vous rappeler peut-être quelques souvenirs. Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi. C'est l'effondrement d'une partie d'un pont en construction en Andorre. Le bilan provisoire est de 3 morts, 1 disparu et 7 blessés. Tous travaillaient sur l'édifice et ont été emportés dans sa chute. Les recherches se poursuivent toujours ce soir et cela dans des conditions difficiles puisqu'il neige actuellement sur Andorre. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h35, les années bonheur, Patrick Sébastien. Demain, 13h, le journal. Et puis 13h15 le dimanche, avec 2 invités, Jean-François Copé et l'acteur François Cluzet. Passez une très belle soirée et à demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.